Bonjour et bienvenue Madame Boyer. Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui et de vous accueillir parmi les classes de 6e 1, 6e 2, 6e 4. Ces classes sont scolarisées au collège Jean de la Barande, situé en Normandie, en Seine-Maritime, à Rouen et plus précisément à Mont-Saint-Élion. Merci d'être venu pour nous parler de Sophie Germain, une grande mathématicienne française. Nous allons maintenant écouter votre conférence. Je suis Anne Boyer et je suis historienne des mathématiques. Historienne des mathématiques. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose, historien des mathématiques ou historienne des mathématiques? Est-ce que vous savez ce que je peux faire quelquefois? Non? Donc j'essaye de savoir comment on invente les mathématiques. Comment les mathématiques ont changé. Comment on invente des nouvelles notations. Comment on se pose des questions et comment on progresse. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que quand j'étais comme vous au collège et au lycée, j'étais très bonne en mathématiques, ça ne me posait aucun problème, mais ça m'intéressait moyennement. Comme quoi, on peut quelquefois réussir très bien sans être passionnément intéressé. Et puis, j'ai même fait des études de mathématiques, je suis agrégé de mathématiques, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de mathématiques, mais ça m'intéressait toujours moyennement. Mais avant de passer les concours pour devenir professeur, puisque normalement c'est pour devenir professeur que j'avais fait tout ça, j'ai eu la chance de faire de l'histoire des mathématiques. C'est une opportunité qui s'est ouverte comme ça pendant que je faisais mes études de mathématiques. Je suis une des premières étudiantes en histoire des mathématiques de France. Avant, ça n'existait pas. Voilà. Donc, voilà. Et je vais sauter sur l'occasion, parce que j'aimais aussi l'histoire et la philosophie. Et là, voilà, je pouvais faire tout en même temps. Philosophie, histoire, mathématiques. Pourquoi c'était bien pour moi? Parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui me manquait quand je faisais des mathématiques, c'est le sens. De comprendre pourquoi on avait fait tout ça, à quoi ça pouvait servir. Alors pratiquement, bien sûr, comme maintenant on dit les mathématiques sont partout, les mathématiques ça sert à tout, on fait de la cuisine, c'est des mathématiques, enfin, on fait des mathématiques partout. Mais quand même, il manque quelque chose, quoi. On se dit, les mathématiciens, les mathématiciennes, ils passent pas leur temps à savoir faire de la cuisine ou des choses comme ça, même si après ça peut être très très important. Et il me manquait, voilà. Et quand j'ai découvert l'histoire des mathématiques, j'ai vu que les mathématiques, ça s'inventait. Ça répondait à des questions, alors quelquefois des questions, je veux construire une machine, j'ai besoin d'inventer des mathématiques pour construire cette machine, et ça, c'est quelque chose d'essentiel, hein, il faut bien faire ça aussi, la mécanique. Les mathématiques, ça sert aussi à répondre à des questions de philosophie, hein, bizarrement, mais ça répond à des questions de philosophie. Et puis c'est intriguant parce que de temps en temps on est devant un truc et on se dit j'aimerais bien faire autre chose. Donc même quelquefois on invente des nouveaux nombres comme ça parce qu'on a envie d'aller plus loin dans les mathématiques. Et ça m'a vraiment intéressé, donc c'est pour ça que je suis devenu historienne des mathématiques, mais je l'ai aussi enseigné les mathématiques. Et quand on a une passion, on la fait partager à ses élèves. Hein. Madame Lomé, elle vous fait partager toutes ses passions. Et moi aussi, je faisais partager mes passions à mes élèves. Donc je racontais de l'histoire des mathématiques, et quand je faisais des mathématiques, même sans m'en rendre compte, je faisais appel à l'histoire. Et j'ai eu l'impression que ça les intéressait. Et quand même certains et certaines qui n'aimaient pas trop les mathématiques, finalement on les aimait mieux. Ou finalement on ne les détestait pas trop, ce qui était déjà pas mal. Donc ça m'a conforté, et puis c'est devenu quelque chose d'essentiel pour moi de faire de l'histoire des mathématiques. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne parlais que de mathématiciens. Et est-ce que vous, par exemple, je sais que Madame Lomé, elle vous parle de mathématiciens, pas forcément que des hommes, mais s'il n'y avait pas Madame Lomé, est-ce que vous connaîtriez, vous, des mathématiciennes? Est-ce que vous en connaissez des mathématiciennes? Moi, Madame, mathématicien. Oui. Il y a Farès aussi qui demandait la parole. Alors Farès? C'est qui a créé l'histoire des mathématiques? On ne peut pas créer l'histoire des mathématiques. C'est comme si tu disais qui a créé l'histoire de France. L'histoire, elle s'écoule au fur et à mesure. Et après, on peut la raconter. Quand on la raconte, d'ailleurs, quelquefois, il y a des choses qu'on ne connaît pas trop dans cette histoire. Mais justement, c'est ça aussi l'histoire des mathématiques. C'est-à-dire,
on essaie de trouver comment se sont déroulées les mathématiques, puis quelquefois il y a des trous, on se dit, quand même c'est bizarre, pourquoi il y a ça là, et avant il y avait ça, c'est comme un puzzle, tu vois, tu essaies de trouver le chaînon manquant. Hein, quand tu fais de l'histoire, tu essaies toujours de trouver le chaînon manquant, pour trouver la succession, pour voir comment ça s'est passé. C'est ça qui est vraiment aussi très intriguant quand tu fais de l'histoire des mathématiques. Donc on n'invente pas l'histoire des mathématiques, voilà, mais on la raconte. On la raconte. On peut la raconter. Ça fait pas si longtemps que ça d'ailleurs qu'on la raconte, mais quand même. Même il y a des philosophes de la Rome antique ou même de la Grèce antique qui ont fait de l'histoire, hein, et qui faisaient aussi de l'histoire des sciences, hein, qui racontaient un petit peu les sciences aussi. Donc c'est comme ancien. Hein. On a envie de raconter l'histoire. Tout le monde a envie de raconter des histoires et l'histoire de ce qui nous arrive. Donc pour en revenir aux mathématiciennes, ben, dans mes études, tout d'un coup, je me suis dit, je ne parle pas de mathématicienne, c'est quand même bizarre. Normalement, raison qu'il n'y ait pas de femme qui ait fait des mathématiques. Donc j'ai cherché un petit peu et je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient fait des mathématiques, disons, avant le XXe siècle. Et à votre avis, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait des mathématiques avant le XXe siècle? La discrimination, nous dit Daphné. Oui. Tom, t'as une idée aussi? Ouais, parce que je crois que à cette époque, les femmes devaient être moins supérieures que les hommes. Bon. Oui, tu crois bien? Enfin, elles n'étaient pas, mais on pensait que un certain nombre d'hommes pensaient que les femmes étaient inférieures aux hommes sur un certain nombre de choses, dont les mathématiques, dont les sciences, dont beaucoup de choses finalement. Hein. Donc, tu as complètement raison. Isaac, tu veux dire quelque chose aussi? Oui, comme les femmes, ils n'avaient pas le droit de travailler, ils savaient entre guillemets rien faire pour... Alors, les femmes, disons qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient. Hein. Il y avait beaucoup de classes sociales. Dans les classes sociales les moins favorisées, les femmes, elles travaillaient beaucoup. Mais il y avait aussi autre chose, c'est que comme on considérait que les femmes étaient inférieures, que leur petit cerveau ne pouvait pas supporter des grandes études. Il n'y avait pas d'école pour les filles. Les filles ne pouvaient pas aller à l'école. En particulier, il n'y avait pas d'école secondaire. Donc, parfois, elles avaient une instruction basique. Elles apprenaient le calcul, parfois à écrire, mais instruction basique. Et pour faire des choses supplémentaires, ben évidemment, il fallait pouvoir aller à l'école. Et il n'y avait pas d'école pour les filles. Hein. Les premiers établissements qu'on a appelés lycées de filles ont été créés en 1880, et dans ces lycées publics, hein, donc, les filles pouvaient aller, mais n'avaient pas droit au même enseignement que les garçons. Elles ont eu droit au même enseignement que les garçons en 1924 en France. Je te parle de la France. C'est à peu près pareil dans tous les autres pays, même la France c'est un peu retardataire. Donc, il a fallu attendre 1924 pour que les filles aient le droit de faire les mêmes études que les garçons, en particulier les mathématiques. On pensait que les mathématiques c'était trop difficile pour les filles, trop abstrait, et que de toute façon, ça ne leur servirait à rien. Parce que tu avais quand même un peu raison sur l'histoire de ne pas travailler, c'est-à-dire que, en fait, une femme, quand on était dans un milieu social, quand on était bien, normalement, une femme ne devait pas travailler, devait se marier et avoir des enfants. C'était vraiment le grand truc. Et donc, comme les femmes, dans un certain milieu social, ne devaient pas travailler, il fallait bien qu'elles aient un homme pour apporter de l'argent à la maison, même si elles n'avaient pas du tout envie de se marier, même si elles n'avaient pas du tout envie d'avoir des enfants. Donc, c'était comme ça, c'était comme ça. Donc, je reviens à Sophie Germain. Elle est née en 1776. 1776, c'est un petit peu avant la Révolution française. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui, au moment de la Révolution française, écrivaient ce qu'on appelle les cahiers de doléances. Et elles écrivaient « Nous voudrions pouvoir aller à l'école ». Il y a plein de femmes qui disaient « Nous voudrions pouvoir aller à l'école ». Elle est devenue une grande mathématicienne sans avoir pu aller à l'école. Donc, c'est ce qu'on appelle une autodidacte. Elle a appris toute seule les mathématiques. Et donc, je vais vous raconter un petit peu comment elle a appris toute seule les mathématiques et pourquoi. Donc elle est née en 1776, un petit peu avant la Révolution française, et en 1789, elle a 13 ans. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle de 1789?
C'est la Révolution. Mais oui, c'est la Révolution française. Et Sophie habite à Paris, dans un quartier où il y a beaucoup, on appelle ça à ce moment-là des émeutes, on dirait des manifestations un petit peu agitées, etc. Et elle a très peur, mais toute sa famille a peur, tout le monde a peur. C'est un petit peu normal. Et donc, elle est confinée dans sa maison. Je pense que ce mot-là, ça vous dit quelque chose. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire être confiné. Ça veut dire ne pas pouvoir sortir dehors et essayer de s'occuper à faire des choses intéressantes. Alors, vous avez la chance de pouvoir aller à l'école ou de faire l'école à distance. Donc déjà, ça vous occupe pas mal dans la journée. Hein. Mais elle, comme je vous l'ai dit, elle ne pouvait pas aller à l'école, même et évidemment pas l'école à distance, parce que pour faire l'école à distance, il faut beaucoup de moyens technologiques, comme on a maintenant, c'est vraiment intéressant. Mais voilà. Et donc, elle a la chance quand même d'être dans une famille aisée, c'est-à-dire pas noble, mais avec beaucoup de moyens, et un père cultivé qui a une grande bibliothèque. Donc elle se confine dans la bibliothèque de son père. Et elle lit un petit peu au hasard tous les livres qui se présentent à elle. Et en lisant tous les livres qui se présentent à elle, eh bien, elle découvre quelque chose qui s'appelle l'histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla. À cette époque-là, il y a 2 volumes, c'est des volumes quand même comme ça. Maintenant, il y en a 4 parce que ça a continué à être écrit, et donc au début du 19e siècle, il y a 4 volumes. Et elle lit ça avec intérêt, ce que je comprends, parce que moi-même, quand j'ai commencé à faire de l'histoire des mathématiques, il y a un ami qui m'a prêté l'histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla, donc qui a été écrite au XVIIIe siècle. Et c'est passionnant, c'est un roman, c'est extraordinaire. Il raconte les mathématiques, il les raconte comme une histoire, sauf que c'est aussi des mathématiques. Et donc, évidemment, il faut être un peu savant, il y a des choses qu'on ne comprend pas trop quand on ne connaît pas de mathématiques, parce que c'est quand même... il explique les mathématiques, des vraies mathématiques. Et donc, Sophie Germain, elle est passionnée par ça, et donc elle commence à apprendre des mathématiques. Elle veut comprendre. Mais il y a surtout, elle raconte ça à un de ses amis, parce qu'on connaît très très peu de choses sur Sophie Germain. Quand j'ai écrit le livre « Je suis Sophie Germain », j'ai essayé de trouver plein de documents, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur la vie de Sophie Germain, sauf qu'elle a raconté à un de ses amis, qui s'appelle Guglielmo Libri, qui est un Italien, et qui a été naturalisé français, qu'on connaît sous le nom de Guillaume Libri. Elle lui a raconté comme ça ce qui s'était passé dans son adolescence et comment elle avait fait des mathématiques. Donc c'est la seule chose qu'on connaît sur Sophie Germain, plus sa correspondance, parce qu'elle a écrit, elle a une correspondance très importante, et on l'a découvert partiellement au XIXe siècle, mais après, plus au XXe siècle, on a découvert beaucoup de manuscrits. Donc c'est comme ça, moi, historien des mathématiques, je me plonge dans les manuscrits, j'essaie de comprendre. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit « Je suis Sophie Germain », et c'est comme ça que j'ai imaginé comment elle était dans sa bibliothèque en train de lire l'histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla. Et comment elle a découvert, c'est elle qui le dit, elle a découvert l'histoire de Archimède. Alors, je ne sais pas si... Bon, là, j'ai laissé passer pas mal de choses. Donc ça, c'est Sophie Germain. Je le montre, c'est aussi ça. Donc ça, c'est Sophie Germain quand elle a 14 ans. C'est l'unique portrait qu'on connaît de Sophie Germain. Et donc, elle découvre l'histoire d'Archimède. Je vous montre une mosaïque. Voilà. Elle découvre cette histoire. Donc Archimède, vous connaissez Archimède ? Oui, oui. Ah non, c'est pas vrai. Donc, Archimède, c'est un savant de l'Antiquité grecque, 3e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un très grand savant, un immense savant. À son époque, on pense que c'est le plus grand savant de tous les temps. Et il y a beaucoup de guerres, puisqu'il y a beaucoup de guerres à cette époque, il y en a encore malheureusement beaucoup, mais à cette époque, il y en avait tout le temps. Et donc, il habite à Syracuse, et il y a le siège de Syracuse qui est fait par l'armée romaine. Et comme Archimède est le plus grand savant, le grand général a dit, surtout à ses soldats, surtout s'ils vont tomber sur Archimède, ne le tuez pas, préservez-le. Et donc, il y a un soldat qui voit quelqu'un qui est en train de faire des figures de géométrie sur le sable. Il se dit, c'est peut-être Archimède, mais bon, il ne sait pas. Donc il lui dit, quel est votre nom ?
l'Archimède lui dit « Ah mais vous m'embêtez, là, laissez-moi faire mes figures de géométrie ». Et donc le soldat, du coup, va le tuer, ne sachant pas que c'est Archimède. Sophie découvre cette histoire et se dit « Les mathématiques, c'est un truc extraordinaire. D'abord, c'est intéressant, puisqu'elle a lu, elle lit Jean-Étienne Montucla. Et puis, finalement, ça permet, quand on est confiné, de... Voilà. On ne sait plus ce qui se passe autour de nous, c'est formidable, je vais m'absorber dans les mathématiques. » Donc, elle va décider de faire des mathématiques. Et donc, elle va prendre dans la bibliothèque de son père tous les livres de mathématiques pour essayer d'apprendre les mathématiques toute seule. Sauf que, vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, les filles, normalement, elles ne font pas de mathématiques, pour plein de raisons. C'est-à-dire que même si, finalement, elles ne sont pas si inférieures que ça aux hommes, mais quand même, elles sont très fragiles. Leur petit cerveau de femme ne va pas supporter l'abstraction des mathématiques. Et en plus, si elles font trop de mathématiques, peut-être qu'elles ne voudront pas se marier, qu'elles ne voudront pas avoir des enfants. Donc, normalement, c'est le destin des femmes. Elles se préparent à un navire très, très, très difficile. Donc, les parents de Sophie disent non, non, il ne faut pas faire de mathématiques. Donc, elle va se cacher dans sa chambre pour en faire le soir et la nuit. Et ses parents découvrent ça. Donc, ils lui enlèvent ses couvertures, ils lui enlèvent le chauffage, c'est-à-dire le feu dans la cheminée. Et il fait très, très froid. L'hiver 1789, il fait très, très froid. Donc, elle va quand même continuer en cachette, donc sans couverture, sans chauffage, avec des chandelles qu'elle a cachées. Et ses parents vont découvrir ça parce qu'ils vont la découvrir un matin avec quasiment avec toute bleue, etc. Donc ils vont se dire, bon, tant pis, on va la laisser assouvir cette passion des mathématiques, et non seulement ils vont faire ça, mais ils vont lui permettre d'en faire, parce que du coup, effectivement, elle ne va pas se marier, elle ne va pas avoir d'enfant, parce qu'elle veut être mathématicien, un vrai mathématicien, pas une femme savante qui sait plein de choses dans son salon. Donc elle ne veut pas justement se marier, avoir des enfants et tenir salon. Et donc, comment elle peut vivre, puisque être mathématicien, faire une carrière quand on est femme, d'un certain niveau social, ça ne se fait pas. Mais il faut bien avoir des sous pour vivre. Et donc, ses parents vont lui permettre de vivre, c'est-à-dire vont lui donner de l'argent, pendant que ses parents vivent, ils vont lui donner de l'argent, après ce seront ses sœurs, qui vont donc lui permettre de faire des mathématiques comme elle a envie. Et ça, c'est extraordinaire quand on a une famille comme ça, qui permet à l'une des leurs de pouvoir assouvir sa passion. Évidemment, ils avaient aussi les moyens, hein, bien sûr. Et puis ils la plaignent, parce qu'ils disent, la pauvre Sophie, c'est vrai, elle a assouvi sa passion, mais elle ne doit pas être très heureuse quand même. Mais c'est sa passion, voilà. Et donc elle continue de faire des mathématiques, et en 1794 s'ouvre à Paris une école qui s'appelle l'école polytechnique. Est-ce que vous connaissez l'école polytechnique ? Alors, est-ce que l'école polytechnique, vous connaissez l'école polytechnique ? Oui. C'est une des plus grandes écoles scientifiques de France, hein, donc qui a été créée juste après la Révolution française. Et Sophie se dit, ça c'est pour moi, c'est une très grande école dans laquelle je vais apprendre des mathématiques, parce que finalement, être autodidacte c'est bien, mais elle peut apprendre que les mathématiques anciennes. Elle ne peut pas apprendre à faire des mathématiques, comme elle voudrait en faire. Et malheureusement, je vous l'ai dit, la Révolution française n'a pas changé grand-chose pour les écoles et les femmes. L'école polytechnique n'est ouverte qu'aux garçons, donc elle ne peut pas y aller. Donc en 1797, elle décide de profiter d'une opportunité. Les cours de l'école polytechnique, c'est une technique tout à fait moderne à l'époque, sont en quelque sorte reproduits. Il y a des feuilles avec les cours de l'école polytechnique qui peuvent être distribués aux étudiants, et les étudiants peuvent envoyer des petits mots aux professeurs pour leur dire, j'aimerais bien une explication supplémentaire sur ce cours, moi pour résoudre cet exercice, voilà, j'ai envie de faire ça. Et donc Sophie, alors on ne sait pas trop comment elle va faire ça, mais elle va prendre le nom d'un étudiant de l'école polytechnique qui s'appelle Augustin Leblanc. Sophie, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de portrait de Sophie, là c'est un dessinateur, Riss, qui est un dessinateur de Charlie Hebdo, qui nous a donné ce dessin pour écrire notre livre, et donc on le trouve extraordinaire. Donc voilà. Donc c'est les audaces de Sophie. Donc elle avait déjà eu l'audace de faire des mathématiques, maintenant elle a l'audace d'écrire à un des grands professeurs de mathématiques, qui est un des plus grands mathématiciens, qui s'appelle Lagrange. Il est tellement grand qu'à l'époque de Sophie, on l'appelle l'illustrissime Lagrange. Et donc elle va lui écrire sous le pseudonyme de Augustin Leblanc.
Et le monsieur Lagrange est étonné parce que cet étudiant est extraordinaire, il est très savant, c'est un des meilleurs étudiants qu'il a jamais rencontré. Donc à un moment donné, il se dit, je voudrais connaître cet étudiant et pouvoir parler avec lui. Sauf que, évidemment, à ce moment-là, il va découvrir que cet étudiant n'est pas un étudiant, mais une étudiante qui s'appelle Sophie Germain. Et donc, eh bien, il va essayer de trouver quand même, d'être en contact avec Sophie Germain, il va la découvrir. Il est encore plus émerveillé que ce soit une fille qui finalement n'a jamais fait d'études de mathématiques, qui les a apprises toute seule et qui est la meilleure de tous ses étudiants. Donc il va l'introduire un petit peu dans le milieu des mathématiciens. Ceci étant, elle va gagner une mauvaise réputation dans le, disons, on va dire dans le tout Paris, parce que tout le monde veut connaître ce prodige Sophie Germain. Donc tout le monde veut qu'elle aille dans des salons comme une femme savante, qu'elle s'exprime comme une femme savante, et elle ne veut pas. Parce que justement, elle ne veut pas être femme savante dans un salon, elle veut être mathématicien. Donc on va penser qu'elle est cariate, qu'elle n'aime pas le monde, etc. On va lui créer tout un caractère qui n'est pas du tout le sien, mais finalement c'est comme ça qu'elle se protège, parce qu'elle ne veut pas être considérée comme une petite femme, entre guillemets, qui ne serait pas capable de faire des grandes mathématiques. Donc elle va continuer grâce à Lagrange. Elle va rencontrer un mathématicien qui s'appelle Legendre et qui s'occupe de quelque chose qui est très nouveau. Enfin, c'est pas très nouveau, mais presque aucun mathématicien ne s'y intéresse. C'est ce qu'on appelle la théorie des nombres. La théorie des nombres, c'est les nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les nombres que vous connaissez, ce qui semble un petit peu bizarre. Et c'est pour ça que ça n'intéresse pas beaucoup les mathématiciens, parce que bon, c'est intriguant, c'est bien, mais ils pensent que ça ne va pas servir à grand-chose. Et donc, elle va s'intéresser à ça. Et elle va découvrir quelque chose de très intriguant qui s'appelle, que maintenant on appelle le théorème de Fermat, et qui à ce moment-là n'était pas un théorème, parce que c'est quelque chose que Fermat avait écrit dans une marge d'un de ses livres, et il avait dit, voilà, c'est très très facile à démontrer, je l'ai fait, mais la marge de mon livre ne le permet pas. Alors, je vous l'écris quand même, je vous le montre, même si vous n'allez pas trop comprendre ce qui est écrit. Voilà ce qu'il avait écrit dans la marge de son livre. C'est ce qui est ici, là, qu'on a traduit en termes mathématiques plus modernes. Mais bon. Donc, il avait écrit ça. Et puis, ça semble facile quand même, hein, ça semble facile. Donc, les mathématiciens se sont dit, bah, on va le démontrer, évidemment. Et puis, ils ne l'ont pas démontré. Ça, finalement, ce soi-disant théorème facile a été démontré à la fin du XXe siècle par un mathématicien anglais qui s'appelle Andrew Wiles en 1994. Vous voyez, XVIIe siècle, Fermat, Andrew Wiles, fin du XXe siècle. Mais c'est intriguant, et tout d'un coup, Sophie, elle voit ça, elle dit, bah, puisque personne ne l'a démontré, moi je vais m'y mettre. Elle commence, et puis c'est évidemment un petit peu délicat, mais à ce moment-là, elle va faire connaissance d'un grand mathématicien qui s'appelle Gauss, qu'on va appeler rapidement le prince des mathématiciens, tellement c'est un grand mathématicien. Hein, on donne des noms comme ça, des adjectifs aux mathématiciens. Et il a écrit quelque chose en latin. Les livres de mathématiques, à ce moment-là, s'écrivent souvent en latin. Elle a appris le latin, d'ailleurs, toute seule, pour pouvoir lire les livres de mathématiques. Et donc, ça s'appelle Disquisitiones Arithmeticae, qu'en français, on traduit par recherche arithmétique. Alors l'arithmétique, hein, c'est une arithmétique savante, hein, c'est pas celle qu'on apprend à l'école primaire. C'est tellement savant que presque personne n'arrive à comprendre ce livre que Gauss vient d'écrire, sauf des gens comme Sophie. Sophie est l'une des premières à avoir compris le livre de Gauss. Mais quand même, c'est un peu difficile, donc elle écrit. Hein, quand on fait des mathématiques, on écrit, on cherche avec un papier et un crayon. Même maintenant, quand on a un ordinateur, on cherche avec un papier et un crayon. Et donc, elle voudrait pouvoir partager ses recherches avec quelqu'un, mais le seul finalement qui est capable, c'est Gauss. Donc, elle va avoir l'audace encore de se dire, bon ben, je vais lui écrire à M. Gauss pour lui demander ce qu'il pense de ce que je fais à partir de son livre. Sauf que là encore, elle se dit, je ne veux pas lui écrire sous le nom de Sophie Germain, elle ne regardera même pas mon courrier. Donc, elle reprend le nom de Augustin Leblanc. Et donc, elle va écrire à Gauss sous le nom de Augustin Leblanc. Et Gauss est émerveillé par ce monsieur Augustin Leblanc qui comprend tout ce qu'il a écrit et même plus encore et qui peut parler avec lui de choses aussi intéressantes.
Donc ils continuent la correspondance et ils échangent des choses très savantes. Et puis à un moment donné, le temps a passé, à un moment donné, nous sommes maintenant en 1806 à peu près, et il y a les guerres napoléoniennes. Vous savez qui est Napoléon Ier? Voilà. Et vous savez sans doute que Napoléon il fait plein de guerres dans toute l'Europe. Et en particulier, il va arriver en Prusse. La Prusse, c'est là où habite Gauss. La Prusse, c'est une région d'Allemagne. Et Sophie se rappelle Archimède, et elle a peur que Gauss soit tué comme Archimède. Donc elle va prévenir un général, ami de son père, pour lui dire il faut absolument préserver Monsieur Gauss. Donc le général envoie un de ses aides de camp voir Monsieur Gauss. Et Monsieur Gauss dit mais c'est bizarre, moi je ne connais personne qui s'appelle Sophie Germain. Vous me parlez d'elle, mais je ne sais pas qui c'est. Et donc là, elle est encore dévoilée, et donc va découvrir que Augustin Leblanc, ce n'est pas Augustin Leblanc, c'est Sophie Germain. Et il est vraiment encore plus émerveillé. Voilà. Sauf qu'ils vont un petit peu... Gauss est occupé par plein de choses, donc il fait plein de... À ce moment-là, les mathématiciens ne font pas que des mathématiques, ils font de la physique, ils font plein de choses d'autres, de l'astronomie, Gauss fait beaucoup d'astronomie. Et donc il va délaisser un petit peu la théorie des nombres et il va arrêter la correspondance avec Sophie. Donc Sophie est très triste et elle va essayer de trouver autre chose parce que finalement elle n'a pas passé au travail, elle n'a pas fait d'études, donc elle ne veut même pas être femme savante dans un salon, donc enfin, finalement elle n'est pas du tout intéressante. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'Académie des sciences va ouvrir un concours sur un problème qui a été soulevé par un acousticien. Un acousticien, c'est quelqu'un qui s'occupe du son, qui s'appelle Chladni. Et Chladni a découvert quelque chose que, alors je vous le décris, on a une sorte de plaque métallique très très souple, on met une petite couche de sable sur la plaque métallique très souple, on prend un archet comme un archet de violon, et on passe l'archet le long de la plaque métallique et le sable dessine des figures selon les sons. Donc je vous montre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc à chaque son correspondent des figures différentes. Et c'est vraiment extraordinaire, quoi. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc le concours de l'Académie des sciences, c'est d'essayer de trouver les mathématiques là-dessous, parce que c'est des figures de géométrie. Quand il y a de la géométrie, il y a des mathématiques. Sauf que c'est des mathématiques très, très compliquées. Et Lagrange, par exemple, dit à Sophie, oh là là, il faut inventer des mathématiques qui n'existent pas encore, c'est quasi impossible. Et Sophie se dit, moi je vais me lancer. Au moins, voilà, je vais... Et donc elle commence. Et elle envoie un premier mémoire, qui est lu, mais bon, qui n'a pas de prix. Mais donc il y a à nouveau le concours lancé. Et donc, deuxième mémoire, et là, elle a une mention honorable. Et elle va renvoyer un troisième mémoire et elle va avoir le prix de l'Académie des sciences. C'est la première fois dans l'histoire qu'une femme a un prix de l'Académie des sciences. Il y a Rosaline qui a une question. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, Madame Boyer, il doit y avoir une réception à l'Académie des sciences pour cette femme extraordinaire qui est la première à avoir eu un prix de l'Académie des sciences. Tout le monde se précipite. Donc, imaginez que vous êtes spécialiste d'un domaine et vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe s'il y a d'autres personnes qui s'occupent de ce domaine, qui font faire des progrès, qui écrivent des choses. Vous ne pouvez même pas le savoir. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Donc, elle va finir par être un peu reconnue dans ce domaine, mais elle a toujours son amour premier sur les nombres. Donc, dans les manuscrits qu'elle écrit, alors je vous montre des manuscrits qu'elle écrit. Et voilà. Ça, c'est un manuscrit de Sophie. Là, c'est un manuscrit sur lequel elle écrit parce que la musique, c'est des ondes, puis c'est des rapports de nombres. Donc, elle écrit tout ça. Voilà. Voilà encore un autre manuscrit. Et donc, dans les manuscrits qu'elle écrit, on voit bien au milieu de ses recherches sur des petits dessins, au milieu de ses recherches sur ce qu'on appelle les surfaces élastiques, les fameuses plaques vibrantes,
j'ai oublié de vous dire que si ça vous intéresse et si vous avez l'occasion, quand le confinement sera fini, vous pouvez aller au Palais de la Découverte. On refait les expériences de Claude Nier et de Sophie Germain. C'est très joli. Donc, au milieu de ces recherches-là, eh ben, apparaissent des choses. Elle essaie de continuer à chercher à démontrer ce fameux théorème de Fermat et la théorie des nombres. Et donc, elle voudrait réécrire à Gauss. Et finalement, on ne le sait pas, puisqu'on va retrouver ces manuscrits à la fin du XXe siècle. Et en fait, personne ne saura qu'elle a vraiment, enfin jusqu'à la fin du XXe siècle, personne ne saura que finalement, elle a quand même pas résolu le théorème, mais fait énormément progresser la résolution, mais personne ne le savait. Donc, évidemment, ça ne va pas du tout, et à la fin de sa vie, en fait, c'est très très difficile pour elle, parce qu'elle a un cancer du sein, et elle va mourir de ce cancer du sein en 1831. Et sur sa tombe, on écrit Rentière, ce qui n'est pas complètement faux, puisque Rentière, elle avait vécu des rentes de ses parents et de ses sœurs, mais il y a quelqu'un qui, finalement, un petit peu plus tard, dans le 19e siècle, va redécouvrir la correspondance de Sophie Germain, va se rendre compte de ce qu'elle était, et va aller sur sa tombe, va découvrir que sa tombe est complètement enfouie sous des arbres, donc va essayer de remettre en ordre sa tombe. Nous l'avons photographiée, la tombe de Sophie Germain, hein, et puis va la remettre à l'honneur, va la remettre tellement à l'honneur que il y a une école secondaire pour les filles qui va prendre le nom de Sophie Germain. On va mettre une plaque donc sur l'école de Sophie, maintenant ça s'appelle le lycée Sophie Germain. On met une plaque sur l'endroit où elle habitait, et là du coup on va mettre qu'elle était philosophe et mathématicienne, et puis on remet en ordre sa tombe qui existe toujours au Père-Lachaise. Et donc elle va devenir un petit peu plus une légende qu'autre chose, c'est-à-dire que finalement on raconte aux enfants l'histoire de Sophie Germain. Vous voyez ici, c'est un magazine de la fin de 1860, où la semaine des enfants, on raconte l'histoire de Sophie Germain. Alors, évidemment, c'était très émouvant, parce qu'on dit qu'elle faisait des mathématiques à la lueur de sa lampe, etc. C'était très difficile, on raconte ça. Et dans le milieu des savants, elle est quand même assez oubliée. Et voilà. Voilà, et tu as été au Père-Lachaise. Elle est morte à quel âge? Elle est morte à 55 ans, je crois. Voilà, 55 ans. Pour montrer à quel point elle a été oubliée et à quel point finalement elle ne comptait pas. Peut-être que si vous avez regardé le livre, la dernière page du livre, il y a quelque chose qui est écrit « L'oublié de la Tour Eiffel ». Et pourquoi on a parlé de la Tour Eiffel à propos de Sophie Germain? Parce qu'à la fin du 19e siècle, quand on a construit la Tour Eiffel, autour de la Tour Eiffel, et c'est toujours vrai maintenant, vous voyez en lettres d'or, si vous allez voir la Tour Eiffel, hein, quand vous aurez à nouveau le droit et l'occasion d'aller vous promener à Paris, autour de la Tour Eiffel, il y a en lettres d'or le nom de 72 savants du 19e siècle qui ont été gravés. Ces 72 savants qui ont compté pour l'histoire de la science du 19e siècle. Il n'y a aucune femme, et il n'y a pas Sophie Germain, évidemment. Ce qui est profondément injuste, parce qu'en fait, quand Sophie Germain a étudié ces fameuses plaques qu'on appelle maintenant des surfaces élastiques, elle a initié des théories mathématiques et des modélisations qui sont très utiles pour la construction, la technique de construction de la Tour Eiffel. Donc elle a été au début finalement de l'innovation qui a permis de construire la Tour Eiffel. Et on ne mentionne même pas son nom autour de la Tour Eiffel, alors qu'il y a des savants qui sont beaucoup moins importants qu'elle, et qui n'ont pas apporté grand-chose aux sciences, mais parce que, évidemment, les femmes ne comptaient pour rien. Là, donc, il y a maintenant des livres qui sont racontés, et vous voyez, ça c'est un livre en anglais, où on raconte Sophie Germain, ça c'est Sophie Germain à 14 ans, la Tour Eiffel, et on raconte l'histoire de Sophie Germain, en faisant allusion à la Tour Eiffel. Alors vos camarades, tout à l'heure, m'ont posé la question de savoir pourquoi finalement elle n'était pas répertoriée dans les mathématiciennes quand elle est morte,
parce que donc elle ne gagnait pas sa vie en faisant des mathématiques, hein, puisque finalement c'est ses parents et sa famille qui ont subvenu à ses besoins, et qu'elle ne pouvait pas gagner sa vie, ça n'existait pas. Hein. Une mathématicienne qui gagnait sa vie, c'était impossible. Et donc, souvent on dit que la première femme mathématicienne, on va dire professionnelle, c'est-à-dire qui faisait des mathématiques pour gagner sa vie, c'est-à-dire en particulier qui a enseigné les mathématiques dans des universités, c'est Sofia Kovalevskaya. Donc vous pourrez chercher Sofia Kovalevskaya, qui a eu aussi une histoire assez extraordinaire. Voilà. Il y a eu d'autres mathématiciennes qui ont eu des vies un petit peu comme Sophie Germain, même si Sophie Germain, finalement, c'est devenu un peu une légende. Il y a une mathématicienne, par exemple, qui s'appelle Maurice Somerville. Donc vous pourrez aussi chercher des choses sur Maurice Somerville, qui est à peu près contemporaine de Sophie Germain. Et elle aussi, quelquefois, on raconte son histoire comme Sophie Germain, parce qu'elle aussi, elle s'est cachée de sa famille pour pouvoir faire des mathématiques. Elle se cachait dans sa chambre, elle aussi un petit peu la nuit. Donc la même histoire que Sophie Germain. Mais elle, c'était donc en Écosse. C'est une mathématicienne écossaise. Et elle a eu un petit peu plus de chance, parce qu'en fait, elle a été mariée, mais son deuxième mari était quelqu'un de très très bien, qui lui a permis de faire des mathématiques. Et donc elle a même été admise. En Angleterre, on était un petit peu plus évolué qu'en France. Donc elle a été admise à l'Académie royale des sciences de Londres. Et donc elle a même reçu finalement une pension en tant qu'académicienne de Londres. Donc vous voyez que c'était un petit peu différent en Angleterre par rapport à la France. La France, ça a été très très rétrograde, on va dire. Les femmes qui ont accédé à être professeurs d'université en France, c'était après 1950. Donc les premières femmes professeurs d'université en mathématiques en France, c'est après 1950. Donc vous voyez qu'il a fallu attendre très très longtemps. Hein, voilà. Et en 1979, la première femme, Yvonne Choquet-Bruard, mathématicienne et physicienne, c'est la première femme qui a été admise comme académicienne des sciences. Alors, ces dernières années, très récemment, il y en a de plus en plus de femmes qui sont admises comme mathématiciennes, académiciennes des sciences, parce que maintenant, comme les femmes ont le droit de faire les mêmes études que les garçons, il y a des très grandes mathématiciennes en France et dans le monde. Donc, elles sont reconnues, même si il y a beaucoup de filles encore, hein, ça a marqué un petit peu l'imagination, hein, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Il y a encore beaucoup de filles, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que faire des mathématiques quand on est une fille, bon, c'est quand même pas tout à fait comme les garçons. Hein. C'est normal que les garçons fassent plus de mathématiques que les filles, c'est ce que beaucoup pensent. Hein. Alors je ne sais pas si vous pensez ça aussi. Et c'est des grands mathématiciens de maintenant. Normalement, il y a peut-être un que vous connaissez parce qu'on parle beaucoup de lui. Je vais vous dire son nom, je suis sûr que vous allez dire oui. Cédric Villani. Vous connaissez le nom de Cédric Villani, madame. Ben oui, hein. Cédric Villani, ben oui. Hein. Donc, il y a des grands mathématiciens. Hein. Cédric Villani est un très grand mathématicien, il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a aussi des grandes mathématiciennes, mais qui sont beaucoup moins connues. Et par exemple, il y a il y a le prix Nobel hein, qui est attribué quelquefois à des grands scientifiques ou à des grandes personnes de la littérature. Et il n'y a pas de prix Nobel pour les mathématiques. C'est une autre histoire. Il y a plein d'histoires qui se racontent comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la médaille Fields, qui a remplacé le prix Nobel pour les mathématiciens et normalement pour les mathématiciennes. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, une femme, en 2014, a reçu la médaille Fields pour son travail de mathématiques. Ça veut dire qu'elle est parmi les plus grands mathématiciens du monde, mathématicienne. C'est Myriam Mirzakhani, qui est une Iranienne en plus, et qui, hélas, est décédée à 40 ans d'un cancer du sein. Et quand nous avons écrit le livre « Je suis Sophie Germain », nous apprenions juste au moment de l'édition le décès de Myriam Mirzakhani. Donc nous lui avons dédié ce livre, parce que finalement c'était
pas du tout des vies similaires, parce que Myriam Mirzakhani, elle a eu la chance de pouvoir aller dans des écoles très, très prestigieuses pour pouvoir faire des mathématiques. Mais finalement, elle a eu la fin de sa vie un petit peu pareille. Et quand même, en tant qu'Iranienne, elle a eu aussi beaucoup de difficultés, quand même, en tant que femme iranienne. Donc, c'était la première fois en 2014 qu'une femme était honorée à égalité avec des hommes. Alors, depuis, aucune autre femme n'a eu la médaille Fields, mais il y a d'autres prix prestigieux, hein, donc, qui sont attribués à des mathématiciens et des mathématiciennes. Et donc, de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes qui ont ces prix prestigieux, mais c'est extrêmement récent. Hein. Donc, certaines femmes sont à la fin de leur vie. Pour Karen Uhlenbeck, par exemple, a eu un prix très très prestigieux. Elle est à la fin de sa carrière et elle aurait pu très bien évidemment avoir beaucoup d'autres prix quand elle était plus jeune pour tout ce qu'elle faisait. Voilà. Donc ça c'est finalement des choses intrigantes. On se dit pourquoi pendant tant de siècles les femmes ont été moins considérées que les hommes, pourquoi on a cru qu'elles étaient moins intelligentes que les hommes, pourquoi, etc. Et surtout, pourquoi il y en a encore qui le croient. Et pourquoi il y en a encore qui croient qu'il y a des métiers, par exemple, pour les femmes et des métiers pour les hommes et que tout le monde ne peut pas faire la même chose, etc. C'est encore très, très répandu, cela, hein, qu'on ne puisse pas faire la même chose. Je suis sûr que même vous, inconsciemment, hein, si je vous dis certains métiers, vous allez dire « Ah ouais, ça c'est un métier d'homme, ça c'est un métier de femme. Hein. » Avez-vous des questions ? Alors, profitez-en. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, là? Madame, Oui, William. Sophie Germain, pour être accueillie dans sa carrière de mathématicienne, c'est avec les nombres. Oui. Et ces nombres-là, maintenant, ils ont une valeur qu'on utilise. Oui, tout à fait. Tu as raison de poser cette question. Parce que si tu fais un petit peu d'études de mathématiques, même si tu vas par exemple, si tu choisis la spécialité maths quand tu seras en terminale, si toutefois ça existe toujours, tu entendras peut-être parler des nombres de Sophie Germain. Donc on a donné le nom de Sophie Germain à certains nombres qui ont des propriétés très particulières. Oui, oui. Et il y a quelque chose qui s'appelle le théorème de Sophie Germain. Donc oui, maintenant on a donné le nom de Sophie Germain à des nombres, il y a des théorèmes. C'est des mathématiques un peu savantes, mais oui, oui, tout à fait. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez encore des questions, les loulous? Alors, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Et puis, si pendant les vacances, dans votre confinement de vacances, peut-être que vous avez envie de regarder de l'histoire des mathématiques. Donc, sur Internet, vous pourrez trouver des choses d'histoire de mathématiques passionnantes. Vous pourrez peut-être regarder Sophie Germain pour savoir encore plus de choses que ce qu'il y a dans le livre qu'on a écrit, puisque finalement je me suis mise à la place de Sophie Germain, donc je n'ai pas l'histoire d'après, hein, bien sûr. Et puis, par exemple, vous pourrez regarder Sofia Kovalevskaya, vous pourrez regarder Maurice Somerville, hein, chercher des choses sur les mathématiciens, vous verrez que c'est c'est passionnant, et qu'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire en même temps que des mathématiques. Ça, c'est vraiment bien, bien, bien. Hein. Donc l'histoire, c'est fait par des hommes et des femmes, et les mathématiques aussi, bien sûr. Hein, les mathématiques aussi. C'est pour ça que c'est intéressant. Merci. Voilà.